Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler du masculin et du féminin encore une fois, hein. Donc j'avais fait une vidéo donc il y a à peu près 3 semaines, un mois de ça, hein. J'ai fait une petite pause pour l'été, je suis parti en vacances. Et donc là, on va essayer partant de cette polarité métaphysique première, euh, on va voir un petit peu comment ça se décline en fait, hein, dans la manifestation, euh, dans les éléments, dans dans certaines choses naturelles, on va dire, qui sont utilisées souvent de support symbolique, et bien sûr dans l'homme et la femme. Donc bon, je vais pas développer, enfin j'ai pas mal développé, mais je vais pas tout dire parce que c'est complexe et j'estime qu'il y a des choses qui sont encore qui ont besoin d'être plus rigoureusement examinées. Donc je vais donner une partie aujourd'hui de ce que je comprends, de ce que je vois, euh, de ce qui est de ce qui me semble le plus juste en fait. Alors, déjà on va repartir, hein. Donc je parlais de l'essence et de la substance, hein, Purusha et Prakriti, donc respectivement masculin et féminin. Euh, je parlais de lumière et d'obscurité, de yang et de yin, ok. Euh, donc la substance, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi la materia prima, hein, comme je le disais. Et la materia prima, c'est une indistinction. Les, les choses sont confuses, indistinctes, hein, obscures. Euh, dans la tradition hindoue, c'est en analogie avec tamas, hein, les ténèbres, euh, qui est plus une tendance qu'un état proprement dit. Mais voilà, il y a quand même une correspondance avec, euh, ou une analogie plutôt. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est que cette materia prima, cette substance, hein, comme je le disais, la femme est plutôt l'incarnation de la nature, hein, donc de cette materia prima. Donc, qui dit obscurité, indistinction, confusion, dit émotivité, chaos mental, changement d'humeur, hein, c'est aussi en analogie avec l'eau, hein, instable, indistincte, hein. Il y a de l'ébullition, il y a de la fluidité aussi. L'eau prend la forme du contenant, hein, prend la place qui est disponible. Ça c'est intéressant. Et plutôt que de parler de l'essence, là je vais plutôt parler d'une analogie qui revient souvent dans la tradition et notamment dans la tradition astrologique. Euh, c'est l'analogie avec le soleil et la lune, hein. Que le soleil est souvent en analogie avec l'homme et la lune avec la femme. Donc c'est intéressant parce que si on regarde ces deux archétypes, euh, sur leur qualité, on va dire, matérielle déjà, astronomique, le soleil il émet la lumière, hein, et de manière continue, de manière perpétuelle. Le soleil est indépendant, hein, il émet par lui-même. Par conséquent, le soleil, hein, c'est quelque chose d'initiateur, hein. Quand on émet par soi-même, on initie quelque chose. On impulse, on agit, hein. La Lune, d'un point de vue astronomique, elle réfléchit la lumière après l'avoir reçue. Elle n'a pas de lumière propre, en fait. La Lune, elle brille la nuit, hein, donc on retrouve l'analogie avec l'obscurité.
Euh, donc elle réfléchit la lumière, ça veut dire quoi? Qu'elle est dépendante de la lumière du soleil. Et on retrouve aussi l'analogie avec l'eau, parce que l'eau, c'est bien l'élément par excellence qui réfléchit quelque chose. Donc, par conséquent, la Lune, elle réagit, d'accord, puisqu'elle réfléchit. Il y a une réaction qui se fait. Elle retransmet une lumière plus douce dans les ténèbres. Alors, de ces considérations, on peut dire que l'homme aimé, si on prend l'analogie, si on trouve qu'elle fait du sens, alors jusqu'à présent, avec tout ce que j'ai dit normalement au niveau des polarités, etc., ça fait sens quand même globalement. Encore une fois, je le répète, un homme n'est pas 100% masculin, une femme n'est pas 100% féminine. C'est plus complexe que ça. Tout ce qui est dans la manifestation, comme l'indique le symbole du yin-yang, est interpénétré par les deux polarités. Mais la distinction physique, biologique, est un indicateur de la polarité qui domine dans cet être. Donc l'homme aimé agit, est indépendant, initiateur, impulsif, et il brille par lui-même. De l'intérieur vers l'extérieur. La femme, elle reçoit, elle réagit, elle est dépendante, plus suiveuse. Et elle brille par le reflet qu'elle donne de la lumière en quelque sorte. C'est-à-dire que ce que va lui amener l'homme va lui permettre de rayonner en quelque sorte. Donc j'ai dit que l'homme émettait et agissait. Donc, ce qui émet et agit, il dirige nécessairement, puisqu'il est indépendant. L'action vient de lui, l'impulsion vient de lui, donc ça donne une direction. Il ne réagit pas à autrui, il dirige. Encore une fois, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais que vous comprenez bien, c'est l'archétype dans sa pureté. Et aucun homme n'atteint ce degré de 100% en quelque sorte, quoi. C'est pas possible en fait. Mais disons qu'il y a une tendance plus forte à être dans ces états-là que je décris. Donc ce qui émet, agit, dirige. Ce qui est initiateur, par conséquent, est anticonformiste, parce qu'il va initier. Donc quand tu inities, c'est sans compter, ça vient de l'intérieur, donc c'est sans compter ce que l'extérieur va en penser. C'est sans compter les structures déjà préexistantes. Alors, il peut y avoir une inspiration qui est prise dedans, mais en général, c'est quelque chose qui va renouveler. Et on en vient à cet autre point, c'est que ce qui est initiateur, impulsif et anticonformiste, il va créer. C'est-à-dire, il va féconder. Parce que la création, c'est injecter une idée dans la materia prima. Que ce soit sur un plan, la materia prima dans son plan psychique, soit directement la matière physique, il va lui, par son idée, par son impulsion, il va lui donner forme ensuite, il va lui permettre de prendre forme. Donc c'est une fécondation qui ensuite va donner une forme, tout comme l'enfantement. Oui, et petit aparté, les changements dans une société sont toujours dus aux hommes, dans le bon ou dans le mauvais sens.
justement par tout ce que je viens de dire. Parce que c'est eux qui ont cette tendance en majorité à impulser, créer, renouveler par leur anticonformisme. Donc, qui dit anticonformisme, il va avoir tendance à casser les structures, à réformer, à réinventer. Ok. Donc c'est en analogie avec ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, à savoir que l'essence agit sur la substance pour qu'il y ait création, formation. Alors d'un point de vue plus relationnel, je trouvais le parallèle assez amusant, même si je suis pas sûr qu'il soit très pertinent, mais ça peut être aussi amener la surprise, l'aventure, vous voyez, les voyages, les changements dans la routine, le côté imprévisible un peu que peut avoir parfois l'homme. Tandis qu'une femme, on l'attend plus ou moins toujours au même endroit. Après, bien sûr, toujours dans des changements d'humeur qui constituent son mouvement propre. Mais donc maintenant, on va faire le parallèle pour la femme, donc qui suit et qui réagit. Ce qui suit et réagit est soumis à ce qu'elle suit et ce à quoi elle réagit, forcément. Puisque c'est cette chose-là qui nous dicte. Et quand on est soumis et qu'on suit, on est conformiste. Ce qui est conformiste est conservateur. Conservateur. Il conserve, il maintient, il stabilise les structures existantes. Ok. La conservation et la stabilité va permettre la nidification. On peut faire une correspondance avec le domaine religieux, par exemple. La religion, donc le côté exotérique d'une tradition, c'est ce qui justement va se conserver le plus longtemps. D'ailleurs, va stabiliser l'ordre social, etc. C'est aussi le domaine de la culture de la terre, de la sédentarité. On est posé à un endroit et on ne bouge pas partout. Donc la sédentarité est plutôt yin, alors que le nomadisme est plutôt yang, en fait. Ce qui réagit est suggestionnable, plus influençable, forcément. Et par conséquent, plus ouvert dans un certain sens aussi. Mais c'est sur un plan qui est presque toujours horizontal. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par horizontal? C'est-à-dire d'un point de vue plus extérieur. Quand on est l'exotérisme, c'est l'extérieur d'une tradition, c'est la coquille. C'est l'aspect moralo-socialo-comportemental, quoi. Donc c'est pas l'intériorité véritable, c'est pas l'ontologique qui réagit. Donc oui, cette réceptivité est assez extérieure, mais une femme a cette capacité, et même je dirais plus que l'homme, à une réceptivité mystique. Si elle dépasse ce degré d'extériorité où elle est bien souvent cloisonnée toute sa vie, et même je pense que, là vous voyez je suis en train de réfléchir en même temps, il y a des idées qui me viennent, mais je pense qu'au fond d'elle, la femme,
même dans un stade où on n'est pas encore dans de la mystique, où on est dans la vie de tous les jours, etc., je pense qu'une femme à peu près saine et fonctionnelle, ce qui est rare, rare aujourd'hui, mais a quelque chose au fond de très réceptif, hein. Derrière même cette réceptivité extérieure, il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert, hein. Mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et là, c'est plus compliqué. Donc oui, pour décrire un petit peu la réaction, la réceptivité, euh, l'influençabilité féminine se situera surtout sur les plans biologiques, hein. Biologique, bon bah, l'homme la pénètre, hein, et la féconde. D'un point de vue énergétique, émotionnel, l'homme va amener son concept en quelque sorte, sa valeur, sa morale, son cadre aussi, son énergie qui impulse, qui est dirigée vers l'extérieur, et la femme va recevoir, capter, même absorber dans une certaine mesure. Et c'est là l'actif dans le passif de la femme aussi. Parce que, hein, yin-yang, interpénétration des principes, hein, c'est jamais l'un est totalement passif et l'autre totalement actif. Non, c'est plus complexe que ça. Cette réaction donc est aussi située sur un plan sentimental et mental, hein. Mais le plus prégnant, ça reste la sphère émotionnelle chez une femme. Le ventre. Le ventre et le bas-ventre aussi dans une certaine mesure. Je vais pas développer parce que je suis pas un polémiste ou un spécialiste des relations hommes-femmes, etc. Mais on peut tirer beaucoup de choses de ce que je viens de dire sur un plan psychologique. Alors, ouais, étant donné que justement la femme se situe sur un plan euh, plus extérieur, plus matériel, hein, parce qu'on l'a dit, hein, elle est en analogie avec la nature. Donc, à partir de là, euh, elle est beaucoup plus attachée aux choses terrestres, hein, à la nourriture, au sexe, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, euh, au divertissement, hein, qui va venir voilà, produire de la dopamine, des émotions variées. Euh, c'est son manque d'accès à à l'ontologique, à l'intériorité, euh, au plan des idées, au plan de l'abstraction, euh, et bien elle va le rechercher, elle va rechercher ce mouvement, ce renouvellement à travers la matière, à travers justement hein, la roue du dharma, l'extériorité, la périphérie de la roue, hein, pour tourner comme ça, voilà, pour vivre cette impermanence, euh, pour justement avoir cette sensation de vie, hein, d'existence, de vitalité. Mais elle peut vite tourner en rond, justement. C'est là où l'homme intervient, hein. Comme je l'ai dit, il casse les structures, il renouvelle, il, il impulse, il crée, il féconde. Donc ça vient. Hein, d'ailleurs, dans la mythologie grecque, si vous connaissez un petit peu, on parle souvent de divinités masculines qui vêtent des divinités féminines, hein. Et c'est pas pour rien qu'ils utilisent ce terme. C'est-à-dire que. Alors, c'est pas toujours du V, hein, mais
Mais c'est justement pour que la manifestation continue de se dérouler, pour que quelque chose se renouvelle, pour pas qu'il y ait sclérose, parce que là, la tendance à la conservation, j'en ai parlé, donc forcément, au bout d'un moment, la conservation, elle tourne en elle-même, et puis ça devient de plus en plus restreint, de plus en plus, ça devient trop rigide en fait, donc il faut ramener de la souplesse là-dedans. Hein, donc, euh, donc là, ça va être, vous voyez, on a des éléments autres encore qui viennent donner des indications comme ça sur la psyché masculine et féminine. Mais d'un autre côté, hein, cette stabilité, cette conservation euh, va pousser à peaufiner, à perfectionner, à optimiser, hein, le quotidien, peut-être l'artisanat, vous voyez, et, et même, voilà, d'une manière générale, le quotidien, hein, la stabilité du foyer, hein, l'optimisation pour justement que ce soit le plus agréable à vivre, hein, parce que effectivement, bah, la femme est sensible à ça, euh, et c'est aussi une question de sécurité, hein, parce que s'il n'y a pas ça, bah, c'est pas une sécurité, c'est-à-dire que c'est instable, donc on ne peut pas nidifier dans ces conditions-là. Donc là, on est sur un plan plutôt biologique, hein, et, mais ça a beaucoup d'importance pour la femme. Et c'est très souvent inconscient, en fait. Certaines femmes en ont conscience, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Mm. L'homme, lui, dans ce foyer, il va chercher une tranquillité et un repos de l'esprit. Parce que bon, dans un monde normal, il est dehors, il se met potentiellement en danger, il est peut-être à la guerre, il est peut-être euh, voilà, dans tout un tas de stress, de choses à affronter. Et quand il rentre chez lui, ben, il a envie que ce soit stable, calme, hein, euh, et c'est là souvent où ça peut friter en fait, hein, entre l'homme et la femme. C'est finalement, euh, bon, je vais pas entrer dans trop de trucs comportementaux, psychologiques, mais je pense que vous pouvez faire les développements qui correspondent. Alors l'homme de son côté, il est certes plus détaché des choses terrestres que la femme, puisque lui il est plus l'image du ciel que de la terre, mais ça peut le conduire à être un peu désincarné en fait. Euh, et il a besoin de la femme pour pallier à ça, pour le coup. Ou au principe féminin qu'il contient aussi en lui. Mais bon, plus difficile et plus difficilement accessible. Et il peut vite être dans une dispersion mentale, euh, dans beaucoup d'idées. Des fois même, sa rigidité il peut y avoir une certaine rigidité dans ses idées, une certaine rigidité mentale, par conséquent un certain aveuglement, à de l'obstination, euh, du coup à de la tyrannie aussi. Hein. C'est là qu'on voit les, ce que les femmes ont pu reprocher aux hommes, hein, en parlant de patriarcat, etc. Euh, donc, ouais. Euh, alors là, c'est un peu une interprétation de ma part. Euh, je pense que ça reste à réexaminer de manière un peu plus rigoureuse. Mais j'ai pas mal d'intuition. Euh, mais c'est pas encore tout à fait clair rationnellement. Je vais quand même en parler. Je vous laisserai examiner tout ça. Mais chez la femme, en gros, les limites sont plutôt dans les régions basses de l'être, c'est-à-dire les besoins du ventre, du bas-ventre,
sexe, plaisir, émotion, et à un niveau plus psychique aussi une forme de narcissisme. C'est pas, et pas du tout dans un sens pathologique du terme, mais elle est plus tournée vers son nombril. Forcément, nombril, euh, besoin du ventre, bas-ventre, émotion, sexe, etc. Donc, tout ça est à peu près... il y a des correspondances. Et puis elle cherche à attirer à elle. Elle cherche à plaire. Elle est dans l'image. Donc tout ça, ça rejoint un peu cette idée de narcissisme. Et sa beauté, elle est avant tout physique, à la femme. Donc extérieure. Et cette beauté est vraiment son pouvoir principal, en fait. Et c'est ce qui va lui permettre ensuite d'avoir, en quelque sorte, confiance en elle. Mais ce sera toujours dépendant, on en revient sur ce terme clé quand même, un des mots clés, c'est qu'elle sera toujours dépendante de ce que lui renverra l'extérieur d'elle-même, de son image. Okay. Alors, du coup, chez l'homme, les limites sont dans les régions hautes, plus hautes de l'être. Le mental, les certitudes, le cœur aussi, le manque d'ouverture, l'orgueil, la colère. L'excès aussi d'une certaine façon, la démesure. Alors lui, au lieu d'un renouvellement d'émotions, l'homme il va plutôt chercher de nouvelles idées, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire, pour quelqu'un qui serait plus matériel, de nouvelles choses à construire, à produire, à créer, vous voyez. Alors oui, on pourrait me dire qu'aujourd'hui, même les hommes sont attachés aux régions basses, et c'est bien vrai. Et ça prouve que la société s'est grandement féminisée, en fait. Il y a un déséquilibre qui s'est fait, qui a fait pencher la balance complètement du côté de la nature, dans des termes, dans les termes de Fabre d'Olivet, quand il parle du triptyque Providence, donc Dieu, en gros, la volonté divine, ensuite la volonté avec un grand V, la volonté de l'homme, son libre arbitre, et le destin en bas qui est, on va dire, la récupération des causes de nos actes et qui donne des effets inéluctables. Mais en gros, aujourd'hui, on serait dans cette période où la volonté humaine serait complètement soumise au destin et complètement entraînée par lui, par la contingence, par la roue, la périphérie de la roue, etc. quoi. Donc les hommes ont failli, ils se sont laissés entraîner dans le gouffre infrapsychique par l'attraction des forces chtoniennes, des forces terrestres. Donc pour continuer à donner quelques points là-dessus, faire quelques parallèles, la femme attire par sa beauté extérieure, alors que l'homme attire par sa beauté intérieure. Pour reprendre un petit peu des trucs un petit peu en vogue aujourd'hui, mais globalement, ce qui attire chez un homme, c'est son esprit en fait. C'est son charisme, son aura, pour reprendre des termes à la mode, son énergie, son calme, sa stabilité, en fait des choses qui sont intérieures en fait. Et puis ce qui construit aussi autour, sa stabilité, parce que ce qui construit autour, c'est pas tant parce qu'il construit des trucs, mais c'est parce que c'est un indicateur de sa force, de sa stabilité, et par conséquent de la sécurité qu'il inspire. Alors que la femme, c'est vraiment sa beauté
extérieure, qui attire, c'est sa réceptivité. Alors là, on voit qu'il y a quand même une qualité un peu plus intérieure que le simple physique. Euh, la paix qu'elle amène, sa douceur, etc. Vous voyez. Donc ça reprend un petit peu un proverbe soufi que j'aime beaucoup, que l'esprit de la femme est dans sa beauté et que la beauté de l'homme est dans son esprit. Hein, l'homme, il est attiré par le vide de la femme. Alors entendons-nous bien, hein, les femmes sont pas creuses, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est un beau vide, j'ai envie de dire. De toute façon, ça va bien avec tout ça, cette réceptivité, cette absorption, vous voyez bien, hein, soyons de bonne foi. Et là, par cette béance, en fait. Cette béance, c'est... les yeux de la femme expriment cette idée de vide magnétique absorbant, en fait. Hein. C'est magnifique, en fait. Et... ah oui, et d'un point de vue physique, oui, le magnétisme, hein, magnétique, c'est une des lois terrestres, en fait, hein, le magnétisme. C'est intéressant comme correspondance physique. Et de l'autre côté, la femme, elle est attirée par le plein de l'homme. Hein, cette émission de son esprit, qu'on retrouve dans son charisme, dans sa directivité, dans son éloquence, dans sa répartie, voilà, dans sa confiance. Hein. La confiance, c'est quelque chose de plein. Vous voyez. Et les yeux de l'homme, généralement, ont cette espèce d'allure, un plein de feu, en fait. Vous voyez, de conquérant. Voilà, ensuite quelques éléments que je vais lancer un petit peu comme ça, sur lesquels j'ai pas trop creusé non plus. C'est sur les éléments, donc en astrologie par exemple, puis pas que en astrologie, hein, mais les éléments masculins sont le feu et l'air, et les éléments féminins sont l'eau et la terre. Donc l'eau, on en a déjà un petit peu parlé, la terre aussi en soi. Le feu, je viens d'en parler un peu. L'air, c'est surtout ce qui a trait à l'intellect, à la communication, au mouvement de l'esprit. Donc il y a toujours cette analogie, pareil en astrologie, que le feu et l'air sont dits positifs ou yang, et que l'eau et la terre sont dits négatifs ou yin. Hein. On en revient aux caractéristiques que j'exprimais lors de la première vidéo. Et oui, pour donner quelques indications qui peuvent nous informer sur les caractères psychologiques de l'homme et de la femme, surtout de la femme en l'occurrence, c'est que la Terre, par exemple, elle est à la fois rigide et plastique. Plastique dans le sens où l'eau injectée à de la terre, ça donne de la boue. Alors ça fait pas très glamour dit comme ça, mais en fait du coup elle est modulable. Hein, le corps d'ailleurs, hein, qui correspond plutôt à la terre, est ce qui se modifie le plus lentement, hein, lors de la croissance d'un être notamment. Et même une fois adulte, modifier son corps, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et en réalité, qui prend plus de temps et d'énergie que de bouger ses idées, par exemple. Vous voyez, quelque chose de beaucoup plus volatile, de beaucoup plus mouvant.
Et en même temps, je suis en train d'y réfléchir. Tout ce qui concerne les valeurs, la droiture intérieure, c'est quelque chose qui est censé être quelque chose de stable, de cadré. Hein, c'est le principe un peu saturnien, hein, si on reprend l'astrologie. Euh, ouais. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça, mais ça fera peut-être l'objet d'une étude écrite. J'aimerais bien le faire. Euh, je verrai si j'ai le temps et l'énergie. Mais je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel pour que vous puissiez déjà voir un peu en vous-même, dans vos relations, avec votre expérience, etc. euh, Voir un petit peu ce que ça implique. Hein, vérifier, hein, justement toutes ces données théoriques par l'expérience. Euh, voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.